Est-ce que les écoles qui sont en train d'émerger, style Montessori, c'est-à-dire des petites structures pour sortir, comme tu dis, du mastodonte, est-ce que c'est ce qui est une bonne direction pour toi? Qui est plein de petites structures avec des petits groupes d'élèves et peu d'enseignants? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, ça? Alors, ça me plaît d'une certaine façon parce que oui, c'est bien que ça existe, mais en même temps, il ne faut pas se voiler la face. C'est accessible à uniquement une partie de la population parce que les coûts sont beaucoup trop importants. Ça va aller en moyenne de 300-400 € jusqu'à parfois peut-être 1 000 € par mois. Pour moi, c'est bien qu'il y ait ces solutions à l'extérieur, notamment ces écoles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas que des écoles à l'extérieur. Il y a aussi plein de citoyens, de professionnels, qui ont créé des solutions, qui ont créé des outils pour les parents, pour les enfants et pour les enseignants. Et ça, on n'a pas tendance à le savoir. Nous, j'allais dire pour le citoyen lambda, quand on parle d'éducation alternative ou d'éducation positive, on pense tout de suite à des écoles, on pense très souvent à Montessori. Mais on ne sait pas qu'il y a autant de professionnels qui proposent énormément de solutions. Pour moi, l'idéal, c'est qu'il y ait cette émergence-là à l'extérieur, voilà, de tous ces gens qui se mobilisent pour faire avancer les choses d'une certaine façon, mais il faut surtout que ça bouge beaucoup plus vite de l'intérieur, parce que c'est l'école républicaine, c'est l'école qui est gratuite pour tout le monde. C'est là, en fait, où ça doit avancer plus rapidement. Et c'est là où moi, j'ai vraiment, je veux dire, un regard positif, parce que je vois que ça avance dans cette direction. Et il faudrait peut-être, dans l'idéal, refaire un live dans 15 ans, et on verra que, justement, ça aura beaucoup évolué, quoi. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Alors, tu as des petits soucis en pleine forêt. En sortant de la forêt, il y avait un pneu crevé. Ouais. Ah mince, ok. Mais Toi, ça va. t'es situé où déjà? C'est quoi? C'est Guadeloupe, Martinique? Guadeloupe, Guadeloupe, ok. exactement. Ben moi, je reviens aussi de la forêt, mais c'est plutôt les Cévennes à côté de Montpellier. Tu y étais ce matin? Non, j'y étais là, je viens d'arriver il y a une demi-heure. Magnifique. Très belle randonnée aujourd'hui, c'était cool. Tu pars tout seul? Et là, aujourd'hui, ouais, je suis parti seul. Ouais. Il y a des animaux sauvages? Sauvage, ça dépend ce que tu entends par sauvage, hein. On n'est pas en Guadeloupe, hein. Il n'y a pas d'animaux sauvages en Guadeloupe. Ah ouais, c'est vrai? Mm. Ah, ok. En Martinique, tu as des araignées, tu as des serpents. Enfin, il y a des araignées en Guadeloupe, tu as des serpents en Martinique, il n'y a pas de serpents en Guadeloupe, Ok. puisqu'il y a eu des mangoustes qui ont bouffé les serpents, qui ont été introduites et qui ont bouffé les serpents. D'accord. Non, on n'a pas tout ça ici, hein. Assez rare quand même d'ailleurs de croiser des animaux. Il faut aller un peu plus loin. Pourtant, les Cévennes, c'est un grand parc. Ouais. Le week-end dernier, j'étais un peu plus loin. J'étais entre la frontière entre la Lozère et l'Aveyron. Et là, avec une amie, on a croisé des biches, enfin, qui ont vraiment croisé notre route. Ok. On a vu un paquet de vautours, des aigles. Là, on s'est régalé d'un point de vue faune. C'était très sympa. Cool. Oui, par animaux sauvages, c'était un peu ça. C'est ce que j'avais en tête. Ouais. Est-ce qu'il y avait des biches ou des Ah ouais. cerfs, ce genre de choses? Ouais, ce qui est Euh, assez rare, hein, de croiser des biches, mais c'est vrai que dans les Cévennes, bon, il y a peut-être des coins, hein, tu vas voir plus de sangliers, mais globalement, je pense qu'ils se planquent un petit peu, à mon avis. je vois que tu as des chats aussi. J'ai un chat, oui. Un chat. D'ailleurs, j'ai une question sur ton chat tout à l'heure, mais bon, on y reviendra. Trop fort. Parce que tu sais qu'il y a de fortes chances qu'elle monte sur la poutre que tu peux voir peut-être derrière moi. Ok. Parce que souvent, quand je fais des lives, elle aime bien se mettre là. Je sais pas C'est pourquoi. c'est ce que j'ai compris, ouais. C'est ce que Ah, j'ai voilà. remarqué. Je crois elle aime bien être médiatisée, quoi. Faut que ce soit la mascotte, en fait. C'est ça. Écoute, eh ben, franchement, il est 14, on peut déjà démarrer. Je sais, en fait, on est en live sur Facebook en même temps, sur un groupe. Ok. Donc, je sais qu'il y a toujours plus de monde sur le groupe Facebook que sur la réunion, pour ceux qui n'aiment pas se connecter sur Zoom. Et ceux qui se connecteront ici prendront le train en marche, si ça te va. Ouais, c'est parfait. Écoute, merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Je Ben, sais je que t'en prie. tu fais toi aussi plein d'émissions à un très beau rythme avec des beaux invités aussi. Mm. Et moi, ça m'avait beaucoup touché. J'avais vu une vidéo de toi où tu racontais un peu ton parcours scolaire qui a un peu résonné avec le mien, même si ce n'était pas exactement les mêmes problématiques. Et je voulais qu'on puisse parler un peu de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui à travers le magazine, sur l'éducation, sur le documentaire que tu as réalisé, que tu puisses nous partager ton regard
sur certaines choses, si tu es OK. Bah oui, oui, je suis là pour ça. On a quoi? On a 1 heure devant nous? J'ai le temps que tu m'accordes, donc c'est toi. Ok. 1 heure, c'est Ouais, pas je mal, et si pense on que... déborde. Ouais. Eh ben, Et je je, t'écoute. je veux bien déjà que tu racontes un peu ton parcours et à quel moment surtout tu as senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans l'éducation qu'on te donnait, que ce soit à l'école ou ailleurs, et que tu as senti qu'il y avait autre chose qui était possible. Ok. Mon parcours, bah, pour être assez synthétique, parce que bon, j'ai 42 ans, donc ça pourrait être un peu long. Effectivement, alors, enfant différent, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, je suis dyslexique et dysorthographique. Et plus jeune, je pense que les enseignants, les professionnels de l'accompagnement, tous ceux qui sont dans l'éducation, je ne pense pas qu'ils étaient équipés pour accompagner les enfants qui ont une façon d'apprendre très différente. Parce que c'est juste qu'on utilise notre cerveau en réalité de manière très différente et qu'on apprend différemment qu'un individu lambda, quoi, parce qu'on utilise notre cerveau différemment. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils étaient équipés. Donc, du coup, en fait, ce qui est un peu compliqué, mais je pense que c'est encore le cas à l'heure d'aujourd'hui, hein, c'est que comme on a une fâcheuse tendance à mettre des étiquettes sur tout, les enfants d'aujourd'hui, où on pourrait leur mettre une étiquette, je sais pas, de TDAH, d'enfants dyslexiques, etc., et ben, tout de suite, tu as une étiquette sur le dos et jeune, tu as vraiment le sentiment, parce qu'on te fait bien comprendre en fait, que tu es différent de tes camarades, que tu es différent des autres. Et vivre la différence quand tu es gamin, tu sais, moi ça a commencé en CM1, je pense que c'est pas facile pour tout le monde quand même de gérer ça, quoi. Et donc moi j'ai utilisé cette différence. Je me suis dit, pas avec les mots d'aujourd'hui, hein, mais je me suis dit que j'étais pas différent et que j'allais faire comme je pouvais. Et en fait, je pense que pour contrecarrer cette différence, parce que bah, mine de rien, je faisais 90 fautes dans les dictées, j'étais l'élève qui était un peu au fond de la classe avec la tête tournée vers la fenêtre. J'avais beaucoup de mal à me concentrer. En tout cas, j'avais le sentiment que c'était plutôt les enseignants qui avaient du mal à capter mon attention. Et, euh, et donc, du coup, bah, je suis devenu un peu le clown dans la classe, même parfois beaucoup. Donc, ça a duré une grande partie de ma période scolaire. Donc, moi, je garde quand même en mémoire ma période scolaire comme plutôt un champ de jeu, quoi, où je me suis quand même bien amusé avec mes potes et ouais, c'était quand même rigolo. Mais en parallèle de ça, ce qui était frustrant, c'est que j'essayais quand même de faire comme les autres. Donc, je me rappelle des soirs à essayer de vraiment réviser comme il se doit, de faire vraiment comme tout le monde, de mettre beaucoup d'énergie en tout cas. Puis finalement, tu sais, tu as ce fameux moment, tu as le prof qui doit remettre les notes, on l'a tous vécu, hein. Et puis il y a des profs parfois qui ont des mots Mm. qui sont quand même pas les meilleurs. Et là, voilà, tu as un 0 ou tu as un 1 avec une petite annotation du prof, soit à l'oral, soit à l'écrit, qui t'enfonce encore plus j'allais dire dans ce mallette, mais je ne sais pas si c'est vraiment le terme. Donc voilà, cette scolarité était un peu particulière, on va dire. Et du coup, ça m'a amené assez tôt, parce que j'ai eu un gros déclic à l'âge de 10 ans. À 10 ans, je fais partie d'un programme scolaire et on m'envoie, donc toute la classe, on part pendant un mois dans une famille d'accueil à Milwaukee et aux États-Unis. Et là, pour moi, ça a été mon premier déclic, comme une vraie révélation, parce que je n'avais pas envie de rentrer, je me sentais bien là-bas, même si je comprenais pas tout, parce qu'on avait appris un tout petit peu l'anglais, mais même s'il y avait cette barrière, en fait, j'avais vraiment le sentiment que je l'apprenais, mais 10 fois plus là-bas, en tout cas en vivant, en étant comme ça dans l'expérience, en rencontrant, en vivant plein de choses, que sur les bancs de l'école, quoi. Donc, frustration quand je reviens, j'en parle à mes parents et je leur dis, moi j'ai envie de voyager. Quand tu es aux États-Unis, est-ce qu'il y a des cours qui sont dispensés? Tout à fait, on continue à aller dans une classe, Et, donc à l'école américaine. et quel est le regard que portent les enseignants sur ta dyslexie, par exemple, aux Alors là, États-Unis? j'ai plus du tout de souvenir de ça. Ok. Je crois que je l'ai complètement occulté. J'ai plutôt le souvenir d'avoir eu une copine dont j'étais éperdument amoureux. Je me rappelle en fait, que des gros kiffs en fait, que j'ai eu là-bas. Ok. Et je me rappelle pas trop cette période scolaire. Et donc voilà, je reviens en France et je dis à mes parents que j'ai envie de voyager, que moi ça me fait vibrer. Et donc ils me disent bah oui évidemment, mais tu sais bien que l'argent ne tombe pas des arbres, donc il va falloir que tu bosses. Et j'étais gamin, hein.
Donc nous, mes parents étaient gardiens d'immeubles. Donc on était avenue Montaigne à Paris, pour ceux qui connaissent, c'est l'une des plus belles avenues du monde, je crois. Mais pour autant, nous, on était dans une loge. Donc on vivait à 4 dans un 40 mètres carrés. Et autrement dit, on n'avait pas de chambre, quoi. Il n'y avait pas d'intimité. Donc c'était assez contrastant d'être dans un milieu entouré de milliardaires et puis nous de vivre un peu dans la promiscuité, quoi, on va dire. Mais pour autant, très rassurant pour les parents, parce que l'école n'était pas très loin, donc quartier plutôt tranquille, quoi. Et donc, ils me disent, voilà, il va falloir que tu bosses. J'ai dit, OK, bah, qu'est-ce que je peux faire? Donc, comme on était gardien d'immeuble, ça consiste entre autres à nettoyer les étages, quoi, nettoyer les marches, à passer l'aspirateur, parfois à aussi faire ça dans les bureaux, à distribuer le courrier, enfin plein de petites tâches comme ça, à faire aussi du repassage. Donc, j'ai fait plein de petites tâches comme ça. Donc, ils me donnaient un peu d'argent de poche, quoi, on va dire. Ce qui veut dire que j'ai économisé. Et puis, à un moment donné, vers l'âge de 15-16 ans, j'ai fait mon premier voyage seul. Et je suis parti avec mon sac à dos. Et c'était à Paris. Enfin, je suis parti de Paris pour aller à Deauville, je crois, au début. Voilà. Après, ça m'a donné le goût. Et assez rapidement, après, je me suis retrouvé en Égypte, à Rome, et à voyager partout en Europe. Et puis, voilà, depuis 25 ans, un peu partout dans le monde. Et je continue parce que pour moi, c'est le meilleur outil en développement personnel. C'est vraiment le meilleur moment, je trouve, quand tu pars seul, où tu es connecté avec toi, tu es connecté avec les autres, avec ton environnement. Et si tu as besoin de prendre du recul dans ta vie, et je pense que ça serait vraiment quelque chose à recommander pour tout le monde, de le vivre au moins une fois chaque année. Partir quelques jours, hein, ça peut être dans notre pays, hein, pas forcément à l'autre bout du monde, mais de se retrouver en fait juste avec soi, sans les enfants, sans le mari, sans notre chérie. Ça fait beaucoup de bien. Donc c'est pour ça que je continue. J'essaye tous les ans de partir au moins un mois seul dans un pays que je ne connais pas avec mon sac à dos. Je réserve juste l'hôtel quand je débarque et puis après, c'est au fruit des rencontres. Okay. Et donc, voilà, ça a été le gros déclic dans ma vie. Après, j'ai un deuxième déclic très tôt. Pareil, je crois que c'est en 99 ou en 95. Je tombe sur un livre à Virgin, sur les Champs-Élysées, qui s'appelle La prophétie des Andes. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Et ce bouquin, il est parmi une dizaine de livres en développement personnel, hein, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et ça a été comme une révélation, parce que plus je le lisais, et plus ça me confortait en fait dans mes idées de ce que je disais moi déjà autour de moi, mais j'avais pas des oreilles en fait qui m'écoutaient. Il y avait un vrai décalage, quoi. Et là, je me dis, ah, enfin, il y a des gens qui pensent comme moi. Et donc, j'ai lu le reste des bouquins qu'il y avait, parce que je te dis, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, ça m'a amené de plus en plus à essayer de faire des recherches et à essayer de porter un peu un regard différent sur tout ce qu'on nous apprend à l'école. Et donc, ouais, très tôt, j'ai commencé à remettre en question notre système, en fait, le système bancaire, l'environnement, la politique, notre éducation, enfin plein de choses. Et c'était j'allais dire, de livre en livre, en fait, vraiment de découverte de bouquin en bouquin. Plus j'en apprenais sur moi, plus j'en apprenais sur les autres. À un moment donné, je me suis même dit, tiens, en fait, je suis mon propre psy, quoi. Je trouvais ça intéressant parce que du coup, j'avais plein de clés. Et donc ça, ouais, ça a commencé peut-être vers l'âge de 12-14 ans, quelque chose comme ça. Et en parallèle de ça, j'ai un autre déclic. En fait, j'étais un enfant qui avait beaucoup d'énergie et j'avais du mal à la canaliser. Et mon frère, un jour, me dit, tiens, tu devrais essayer de faire du kung-fu. Lui, ça faisait 1 an qu'il en faisait. Et je dis, ouais, ok, ouais, pourquoi pas. Donc, je vais là-bas, je fais un cours et j'emmène mon meilleur ami avec moi. Et tous les deux, on devient fan dès le premier soir, en fait, du cours. Et on va en faire pendant 14 ans. Et moi, ça va m'amener à être champion de France en 99, puis après d'Île-de-France. Donc, on devient passionné avec mon meilleur ami des arts martiaux de manière beaucoup plus générale, hein. Je crois quasiment tous les soirs, on regardait un film de Jackie Chan ou de Bruce Lee ou tout ce qui existait dans les films japonais ou chinois. Et donc, on voulait refaire après la même chose le week-end. Et à l'époque, il y avait déjà des caméscopes, donc on pouvait s'enregistrer et se filmer. Donc, on était vraiment à fond, à fond. Et tout ça, ça m'a permis de me découvrir, j'allais dire, de beaucoup plus de l'intérieur, en fait. Donc, de découvrir mon corps, de découvrir un peu mon esprit, de comprendre un peu mieux les énergies. J'avais une vague idée de ce que c'était. Enfin, voilà, je suis rentré un peu plus en profondeur, on va dire, dans l'être humain. Et puis, en parallèle de ça, pour rentrer en profondeur, j'avais repris des études parce que j'ai essayé de passer mon bac 2 fois. En fait, j'ai 0 diplôme à l'heure d'aujourd'hui. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais essayer de reprendre des études parce que ça a l'air d'être important dans notre société d'avoir des diplômes. Et je me lance en fait
Ça s'appelait STL à l'époque, c'est Sciences Techniques Laboratoire. Donc, on rentre dans le corps humain, dans les globules rouges, dans tout ce qui est un peu biochimie, microbiologie, etc. Donc, je découvre aussi de manière un peu fascinante notre technologie, quoi, notre corps humain. C'est juste une technologie incroyable qui est vraiment réglée au millimètre près. Et donc, voilà, je commence j'allais dire, à rentrer sur un chemin de développement personnel. Et donc voilà, hein, c'est le travail d'une vie, hein, ce chemin. Donc j'espère que j'en aurai au moins jusqu'à ma mort, d'en apprendre toujours davantage sur moi, sur les autres, sur la vie. Et voilà, je crois que ça a été vraiment les 3 gros déclics dans ma vie qui m'ont amené à conscientiser beaucoup de choses, à découvrir mes talents, à rencontrer mes excellences, à voir en fait, là où pour moi c'est très simple, alors que pour une autre personne, ça va être plus compliqué. Et à l'âge de 23 ans, je suis dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur à Paris, dans laquelle je vais rester 10 ans quand même, hein. Je me rappelle mettre les pieds à l'intérieur. Je sortais d'une période très difficile. J'avais été SDF pendant 6 mois. Et j'arrive dans cette chambre de bonne. Je me dis, ouf, c'est cool, j'ai un toit, mais 10 mètres carrés, je ne me vois pas rester longtemps ici quand même. Bon, en réalité, j'y suis resté 10 ans. Et donc, je commence à développer mon entreprise là-dedans à 23 ans. Une entreprise qui est liée au monde du voyage, qui s'appelle Néhorizon Travel. Et sans m'en rendre compte, je crée un marché. En fait, je crée le marché du tourisme éco-responsable. Je remercie d'ailleurs les stagiaires de l'époque. Si un jour ils regardent cette vidéo ou s'ils l'entendent, incroyable quand même, 2 stagiaires qui viennent m'aider à développer la boîte dans cette chambre de bonne de 10 mètres carrés, quoi. Mais je leur tire mon chapeau, quoi. Et je pense que vraiment, ils m'ont très clairement aidé à propulser un peu la chose. Et à un moment donné, je me lance dans l'idée de faire rentrer des actionnaires dans l'entreprise. Et donc, ça va marcher au bout de 9 mois. Et donc, ça va me permettre de quitter ma chambre de bonne, d'avoir des bureaux dans une pépinière d'entreprise. Et c'est là où après, on va continuer à grandir et puis à développer d'autres projets. Et donc, voilà. Donc là, entre-temps, il y a un peu plus de 18 ans qui se sont écoulés. Et ça m'a amené à créer beaucoup de choses et toujours de manière intuitive. Moi, je me considère, quand on me pose la question qui es-tu, Julien? Je dis avant tout que je suis un citoyen du monde. Et s'il faut une étiquette, je dis que je suis un chef d'entreprise intuitif. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est de manière vraiment purement intuitive. Après, évidemment, je suis très pragmatique, hein. J'ai une vraie réflexion, j'allais dire, de chef d'entreprise, hein. Tu es obligé d'avoir des visions et de te projeter en fait dans le futur. Mais pour autant, tout ce que je fais, c'est si je le sens, je me lance. Si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Et ça se fait un peu comme ça du jour au lendemain. Et c'est des choses auxquelles je n'ai pas forcément réfléchi. Pour autant, j'ai une liste sur mon bureau encore de 16 projets que j'ai envie de mettre en place. Mais j'ai le sentiment que ce sont des idées qui ne m'appartiennent pas. En fait, j'ai vraiment l'impression de capter des informations. Et donc, dès que je l'ai, en fait, j'ai pris l'habitude de les noter. Donc, il y a encore de quoi faire. Et donc, ouais, entre-temps, ça m'a amené à créer un gros événement à Montpellier qui s'appelle le Festival pour l'école de la vie, qui draine 15 000 personnes. Alors, voilà un exemple. J'avais vraiment pas prévu de faire un festival. Moi, je voulais juste organiser un pique-nique pour fédérer les gens autour de moi. Et j'avais jamais imaginé ça parce que c'est une grosse logistique. Maintenant, il y a 220 exposants, il y a 35 conférences, il y a 15 000 personnes qui viennent. C'est sur 3 jours, c'est assez grand. Et si on m'avait expliqué le temps que ça allait nous mettre, l'énergie que ça allait nous mettre, le nombre de personnes qu'il faut que je recrute chaque année pour que ça se passe bien, c'est clair que je ne l'aurais jamais fait, mais jamais, quoi. Et voilà, et donc après, ça m'a amené à créer un film. Le film C'est quoi le bonheur pour vous? Là encore, pareil, si j'avais eu cette démarche de contacter des réalisateurs de films ou des boîtes de production, ils m'auraient expliqué ce qui m'attendait en amont, pendant et après. Je ne l'aurais jamais fait. On était déjà hyper occupés, nous, dans nos activités. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important d'écouter son intuition. Et comme je pense que tu l'as compris, je pense que tout part de l'éducation et je mets beaucoup d'énergie là, ces 7 dernières années dans le monde de l'éducation parce que si on nous accompagne le plus tôt justement vers un savoir-être et notamment peut-être à être un peu plus réceptif à on peut appeler ça une intuition, une petite voix, on peut l'appeler comme on veut, c'est une chose parmi tant d'autres. Je parle juste de savoir-être. Je pense que ça aiderait beaucoup d'adultes après dans notre vie de jeune adulte ou tout simplement d'adulte. Voilà, après, j'ai réalisé un deuxième film. On a créé aussi un congrès qui s'appelle le Congrès Innovation en Éducation.
Le 4e congrès, d'ailleurs, aura lieu le 2 et le 3 octobre à Paris, hein, pour ceux qui seraient dans le coin ou qui aimeraient venir. C'est un congrès qui est dédié à l'éducation. Donc, il y a 12 conférences, il y a 28 stands. Et on parle de sujets dont on ne parle pas globalement dans le mainstream. Si je mets autant d'énergie depuis 7 ans, c'est que j'ai vraiment le sentiment que le mainstream ne s'intéresse pas du tout à tout ça, alors qu'il y a une flopée de solutions autour de nous, qu'il y a des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour accompagner les parents, les enfants ou les enseignants. Et visiblement, personne n'est au courant parce que personne ne communique autour de ça. Donc, moi, un peu comme un colibri, j'ai pris ça à cœur et j'ai envie de semer des graines, d'inspirer les gens et leur dire, attendez, les gars, il y a plein de solutions. Il y a plusieurs questions qui me viennent. La première qui revient sur ton cursus, tu as été jusqu'au bac, c'est ça? Oui. BTS aussi, j'ai essayé un BTS en alternance que je n'ai pas eu. Sans trop taper sur le système, puisque ça ne servira à rien, mais qu'est-ce qui défaille pour toi dans le système scolaire actuel? Comme tu dis, je pense que ça ne sert à rien. En fait, je crois que c'est illusoire et ça n'a aucun intérêt en fait, de pointer du doigt le système en disant c'est à cause du système. Pour moi, c'est une grosse erreur parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est face à un mastodonte. C'est plus d'1 million de salariés, c'est des millions d'étudiants. Donc, dire que ça vient et c'est à cause du système, pour moi, c'est une grosse erreur. Je le vois depuis 7 ans, c'est en train d'évoluer et ça évolue. Sauf que ça évolue de manière, j'allais dire, assez lente, mais c'est en proportion de la masse que ça représente. Mais pour autant, moi, j'ai envie de rassurer les gens. J'allais dire qu'on a pris une très bonne direction, que ce soit au sein de l'éducation nationale ou à l'extérieur, parce que je rencontre des acteurs qui sont à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Donc, je vois vraiment très nettement et très clairement cette évolution. Sauf que ce n'est pas mesurable, évidemment, c'est très difficilement mesurable. Même les enseignants au sein de l'éducation nationale ont du mal aussi à le voir. Donc, il ne faut pas pointer du doigt le système, il faut juste se remettre un petit peu en question, nous aussi, en tant que citoyens. C'est-à-dire que, de mon constat, j'ai vraiment l'impression que les gens attendent que des choses changent parce que ça va venir de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va attendre que ce soit le système qui fasse une évolution, on va attendre que c'est les politiques qui prennent des décisions, que les industriels prennent des décisions. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur. Oui, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Et nous, en tant que citoyens, on a un vrai pouvoir d'action. Je vais donner un seul exemple. Là, depuis 7 ans, en France notamment, on a une flopée de boutiques bio qui poussent partout, comme des champignons un peu partout dans toutes les villes. Et moi, je me rappelle à l'époque, il y avait peut-être 2-3 boutiques, en tout cas 2-3 marques de bio. Et quand tu allais dans une boutique bio, tu étais un peu un hippie ou un baba cool ou peut-être quelqu'un qui était fortuné, quoi. Et donc, pourquoi maintenant il y a autant de boutiques? C'est parce que nous, justement, en tant que citoyens, on le demande. Donc, ce n'est pas compliqué. Après, les industriels, la société, exactement, ils s'adaptent. Et donc, c'est ce que je vois là dans le monde de l'éducation, c'est que les enseignants en ont marre, les parents en ont marre et les enfants en ont marre. Donc, on a tous envie, justement, que ça avance beaucoup plus vite, en réalité. Donc, plus on va être nombreux à aller dans cette direction, à faire force de proposition, à faire comme je le fais moi, mais chacun à son niveau et avec ses compétences. Quand je dis comme je le fais moi, c'est moi, j'ai vraiment l'impression d'être un colibri. Je pose ma goutte. Chacun a des qualités, chacun a des compétences. Si chacun on se mobilise pour essayer d'inspirer un peu les gens autour de nous à être la meilleure version d'eux-mêmes, et ben forcément, ça va avoir un impact sur notre société et donc du coup sur l'éducation, sur la santé, sur l'environnement, sur l'agroalimentaire, sur plein de choses. Donc il faut vraiment conscientiser, et moi je dis à chaque fois que les citoyens, on a une responsabilité citoyenne vraiment déjà de commencer à prendre soin de nous. Parce que ça, on ne nous l'a pas appris. Mais si chacun prenait déjà soin de lui, a priori déjà, on aurait une façon de penser, une façon d'agir, une façon d'intercepter les événements qui serait complètement différent de l'heure d'aujourd'hui. Et donc, du coup, on aurait des penseurs qui penseraient différemment et on peut se laisser imaginer que notre système serait aussi du coup différent. Donc, il faut vraiment conscientiser que nous, on a une responsabilité citoyenne. Est-ce que les écoles qui sont en train d'émerger, style Montessori, c'est-à-dire des petites structures pour sortir, comme tu dis, du mastodonte, est-ce que c'est ce qui est une bonne direction pour toi,
qui est plein de petites structures avec des petits groupes d'élèves et peu d'enseignants. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, ça? Alors, ça me plaît d'une certaine façon parce que oui, c'est bien que ça existe, mais en même temps, il ne faut pas se voiler la face. C'est accessible à uniquement une partie de la population parce que les coûts sont beaucoup trop importants. Ça va aller en moyenne de 300-400 € jusqu'à parfois peut-être 1 000 € par mois. Et qui peut se le permettre? Donc, pour moi, c'est bien qu'il y ait ces solutions à l'extérieur, notamment ces écoles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas que des écoles à l'extérieur. Il y a aussi plein de citoyens, de professionnels, qui ont créé des solutions, qui ont créé des outils pour les parents, pour les enfants et pour les enseignants. Et ça, on n'a pas tendance à le savoir. Nous, j'allais dire pour le citoyen lambda, quand on parle d'éducation alternative ou d'éducation positive, on pense tout de suite à des écoles, on pense très souvent à Montessori. Mais on ne sait pas qu'il y a autant de professionnels qui proposent énormément de solutions. Donc, pour moi, l'idéal, c'est qu'il y ait cette émergence-là à l'extérieur, voilà, de tous ces gens qui se mobilisent pour faire avancer les choses d'une certaine façon. Mais il faut surtout que ça bouge beaucoup plus vite de l'intérieur, parce que c'est l'école républicaine, c'est l'école qui est gratuite pour tout le monde. C'est là, en fait, où ça doit avancer plus rapidement. Et c'est là où moi, j'ai vraiment, je veux dire, un regard positif, parce que je vois que ça avance dans cette direction. Et il faudrait peut-être, dans l'idéal, refaire un live dans 15 ans, et on verra que justement, ça aura beaucoup évolué, quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'école à la maison, qui est assez courant en Australie, par exemple, ou dans des pays anglo-saxons, et en France, qui est en train de se faire interdire en quelque sorte? L'école à la maison, c'est un courant parmi plein de courants, tu vois. Donc, moi, je trouve que c'est bien, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Ça ne peut pas correspondre à toutes les familles, à tous les enfants, au même titre que Montessori ne peut pas correspondre à tous les enfants et à toutes les familles. Enfin, tu vois, on peut l'extrapoler globalement à tout. C'est pour ça qu'il faut un petit peu de tout. Et c'est pour ça qu'au sein du système, il faudrait qu'on ait la possibilité de choisir, que les enseignants puissent choisir une pédagogie qui leur plaise, alternative ou pas, que les parents puissent choisir et que les enfants puissent choisir. Qu'on ait vraiment cette liberté de choix, quoi. Et donc, pour moi, il y en a vraiment pour tout le monde, mais il ne faut pas se dire, voilà, en fait, l'idéal, c'est Montessori, l'idéal, c'est l'école à la maison, l'idéal, c'est ça. Non. Moi, si j'ai un idéal, c'est plutôt qu'il y ait une école qui regroupe tout ça, en fait, qui regroupe tous ces courants, toutes ces pédagogies, parce qu'il y a vraiment du bon à prendre dans tout. Alors, tu l'as dit plusieurs fois, et je comprends qu'il faut que le professeur, l'enseignant soit épanoui, le parent soit épanoui et l'enfant soit épanoui. Alors, j'ai envie de te poser 3 questions. C'est quoi l'école idéale pour l'enseignant, pour le parent et pour l'enfant? Je ne sais pas si c'est une école idéale, mais moi, j'y ai réfléchi et j'ai envie de créer une école qui va s'appeler l'école de la vie. Mais c'est juste ma projection et liée à mon histoire. Donc, je ne sais pas si c'est une école idéale. Mais dans ma conception, je pense qu'idéalement, il faudrait que dans nos écoles, peu importe ce que c'est, une école positive ou une école républicaine. Il y a du choix. Oui, et puis qu'il y ait surtout un centre de formation pour les enseignants sur place, qu'il y ait un centre de formation pour les parents, parce qu'on ne nous apprend pas à être parents, voire même en amont, qui est peut-être 2-3 jours de sensibilisation pour ceux qui ont envie de se lancer. Tu sais, un peu comme la prévention routière. On pourrait faire la même chose pour devenir parent. Et je pense vraiment que si on faisait ça, il y aurait beaucoup de futurs parents qui réfléchiraient avant de se lancer. Et qui ne se lanceraient pas parce que c'est normal de faire des gamins, parce que le conditionnement de nos sociétés nous dit que c'est une suite logique. Après, on se marie, on a une belle maison, on a un chien, on a un gros 4x4. Non, c'est pas ça la vie, quoi. C'est vraiment pas ça. Donc, qui est ces 2-3 jours en amont, je pense que ce serait vraiment intéressant, entouré de professionnels. Et pour finir, je pense qu'il faudrait un centre de développement personnel pour tout le monde, parce que il y a vraiment des choses intéressantes à aller chercher dans le domaine du développement personnel. Ce qu'on peut appeler la connaissance de soi ou le savoir-être. Et c'est ça, à mon avis, qui serait l'idéal, c'est qu'il y ait un mix en termes de pédagogie et de choix de tout ce qui existe à l'heure d'aujourd'hui en termes de pédagogie, en termes d'outils, et qu'il y ait ces 3 centres de formation sur place. Et là, à mon avis, on engloberait vraiment tout, et je pense que ça serait vraiment, ça ressemble à une école idéale pour moi. Est-ce qu'il y a un système aujourd'hui d'éducation qui te plaît en Europe ou ailleurs dans le monde qui englobe un petit peu ce que tu décris? Il y en a plein. Il y en a plein, vraiment, parce que, comme je te le dis, tout est inspirant. Il y a vraiment du bon à prendre dans chaque pédagogie. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'il y ait, par exemple, que des écoles à courant Steiner, que des écoles à courant Montessori, que des écoles à un seul courant.
Et là, quelque part, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas un peu trop monochrome, quoi? Donc, pour moi, tout est inspirant. Oui, Non, mais comme tu dis, c'est vrai qu'il y a des enfants, on parle beaucoup de Montessori, il y a des enfants qui ne vont pas du tout s'adapter à ce type d'éducation. Ouais. pas du tout, ouais. Vraiment, Quand vraiment je, pas. quand je prends ma compagne, par exemple, le système scolaire, elle l'a kiffé, elle a mention très bien au bac et elle a adoré. Moi, Voilà. c'était pas du tout mon délire, mais effectivement, je comprends ce que tu veux dire, qu'il faudrait quelque chose qui puisse fédérer autour des différents types d'éducation. C'est ça, en fait, peut-être que l'une des difficultés, parce que c'est challengeant, il faut se mettre quand même à la place de l'enseignant. Il faut se rappeler que dans le cursus de formation des enseignants, on ne leur apprend pas non plus le savoir-être, on ne leur apprend pas à gérer les émotions, on ne leur apprend pas à gérer, j'allais dire, une équipe. Une équipe, pourquoi? Parce que c'est 30 gamins qui sont là, qui n'ont pas forcément envie d'aller à l'école, avec peut-être 8 formes d'intelligence différentes, avec beaucoup d'énergie aussi à revendre. Et ça, en fait, dans leur cursus, visiblement, on ne leur apprend pas. Il y a une espèce de... On te forme et après, hop, tu es dans le bain. Donc, il ne faut pas en vouloir non plus aux enseignants parce qu'on ne les a pas accompagnés, j'allais dire, de la bonne manière. Donc, il y a aussi cette formation qu'il faut revoir un petit peu pour intégrer la communication non violente, la gestion des émotions, le savoir-être, la connaissance de soi, le développement personnel, plein d'outils comme ça qui serviraient grandement aux enseignants et qui pourraient mettre après eux-mêmes en pratique au sein de leur classe. Donc, c'est vraiment plein de petites choses comme ça qu'il faut faire évoluer. Et je ne dis pas qu'il faut changer, je précise qu'il faut faire évoluer et qu'il faudrait faire évoluer beaucoup plus rapidement. Et le gros challenge, c'est que comment fait un enseignant justement pour déceler le plus tôt possible que tel enfant, peut-être qu'il est plus kinesthésique ou qu'il est plus auditif. Peut-être que lui serait plus à l'aise avec une pédagogie Montessori, par exemple, ou avec un autre type de pédagogie. Et c'est là où je trouve que c'est challengeant. Et là, je n'ai pas vraiment de réponse, mais j'ai bien l'impression que ça pourrait partir du cursus de formation. Oui, on attribue ce truc à Einstein. Je ne sais pas si c'est de lui, où ils mettent l'oiseau, le singe, le poisson et tout, et on dit que si on juge le poisson à sa capacité à monter aux arbres, on va forcément le prendre pour un débile toute sa vie, quoi. Bah, évidemment. Ouais. Oui. Donc, si l'enseignant n'est pas formé à pouvoir identifier très tôt les capacités de l'enfant, je comprends ce que tu veux dire. Bah, oui. Donc, toi, ça fait 7 ans, tu dis que tu fais ton colibri dans l'éducation. Tu as lancé un magazine qui a démarré cette année, enfin il y a quelques mois, qui s'appelle Il y a quelques mois. Innovation en éducation. Donc j'imagine que tout ce que tu as vécu, c'était l'élan de départ. Où est-ce que tu veux arriver avec ce magazine? C'est parler de tous les outils qui existent? Oui, en fait, c'est une suite logique de ce qu'on a commencé à faire. Au Festival pour l'école de la vie, comme je te disais, il y a 220 exposants, il y a 35 conférences, des ateliers, des animations, des débats pour les parents, pour les professionnels. Et donc, ce qu'on fait avec cet événement, c'est qu'on met un éclairage justement sur l'existant et donc ces milliers de professionnels dont je te parlais. Avec le Congrès Innovation en éducation, c'est la même chose, mais à une autre échelle. Avec le film L'école de la vie, une génération pour tout changer, c'est pareil. On apporte aussi un éclairage. Quelque part, on sème des graines. Et donc, la suite logique, à un moment donné, c'est de créer un magazine. Parce que c'est un autre vecteur, c'est un autre levier qui vient vraiment être complémentaire avec ce qu'on fait et qui nous permet, dans 64 pages sans publicité, de montrer justement ce qui existe, de montrer les initiatives. On a par exemple une rubrique qu'on va appeler la preuve par l'exemple, où on va montrer que tel enseignant qui fait partie du système classique fait telle chose dans sa classe et ça fonctionne. Donc, si ça peut inspirer d'autres enseignants à le faire, génial. On va montrer des parents qui sont aussi inspirants. On va montrer des jeunes qui sont aussi inspirants. Donc, on essaye justement le premier numéro, c'est toutes les raisons d'être optimiste. Tout part de l'éducation. Parce que de notre prisme, de notre regard, on voit justement qu'il y a énormément de solutions. Et comme je te le disais, personne n'en parle. Donc, on veut, à travers ce premier numéro, dire, attendez, soyons optimistes, il y a plein de solutions. Et après, on va étaler de numéro en numéro. C'est un mag qui sortira tous les 2 mois. Et on va faire en sorte de faire une thématique très précise. Donc, le deuxième numéro, par exemple, c'est sur les neurosciences. Et ça, pour moi, c'est génial. Pourquoi? Parce que, notamment en France, on accorde du crédit aux scientifiques et aux chercheurs. C'est-à-dire que dès que tu as un chercheur ou un scientifique qui a posé sa graine là-dessus, c'est bon, c'est validé. Alors tout le monde y croit, tout le monde dit c'est génial. Donc nous, on s'est entouré justement du coup de chercheurs et de personnes qu'on ne peut pas remettre en question par rapport à leur posture pour montrer en fait qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et qui ont été validées du coup par des chercheurs et des scientifiques et qui sont intéressés aux neurosciences dans l'éducation.
Et c'est génial pour les parents, c'est génial pour les enseignants, pour tous les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation, parce qu'on va voir, on va commencer de la grossesse jusqu'à, je crois qu'on va jusqu'à l'adolescence. Et on va voir en fait le stade de développement du cerveau. Et on se rend compte à travers les neurosciences qu'il y a vraiment des stades sur lesquels il ne faut pas se louper, quoi, en gros. Par exemple, de 0 à 2 ans, il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Mais comme ça, nous, on ne l'a pas dit, on ne nous a pas expliqué en tant que parents ou en tant que professionnels. Là, on va essayer justement d'apporter un éclairage à travers ce magazine. Je prends une pause volontairement. Je veux revenir sur quelque chose et sortir un peu de l'éducation, mais pas vraiment. Tu as parlé du documentaire que tu as réalisé qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Tu m'entends? C'est bon, je t'entends. Je disais que tu as réalisé ce documentaire « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Je ne sais pas si on te l'a déjà posé, toi, cette question. C'est quoi le bonheur pour toi? Tu me révoles, on me l'a posé des milliers de fois. Ah, bon, merde. Parce que le film, il est sorti en 2017. Et entre-temps, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont vu le film. Et moi, j'ai été dans plus de 350 salles de cinéma, en Suisse, au Maroc, en Belgique, au Canada, à l'île de la Réunion, à l'île Maurice. Donc, je peux te dire que cette question, on me l'a posée beaucoup de fois. C'est toujours la même réponse? Ouais, ça n'a pas changé. Et je vais te la donner, hein. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que normalement, ce que je dis, c'est pour ceux qui sont un peu curieux, je donne ma définition à la fin du film. Tu sais, pendant le générique. Donc, si vous voulez connaître ma vraie définition du bonheur, celle qui est un peu plus longue, il faut regarder le film. Et sinon, en manière un peu plus courte, sans spoiler, pour moi, en fait, elle est liée à, à déterminer tes besoins. Quand j'ai créé mon entreprise, je me suis posé tout un tas de questions. Et une des questions, c'était, c'est quoi tes besoins, Julien, en fait? Tu as besoin de quoi dans ton quotidien pour être bien, pour être heureux, en gros, pour tendre vers le bonheur, quoi. Et moi, en fait, je n'ai pas de grands besoins. J'ai des besoins très primaires, je pense, de l'humain. Donc, j'ai besoin de manger. Je suis quelqu'un d'épicurien, donc j'aime bien manger. Donc, j'aime bien me préparer des bons plats. J'aime bien, enfin, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir un toit sous la tête, d'être en contact avec les gens, donc ce lien social, l'amour dans tous les sens du terme, d'être en contact en pleine nature. J'ai besoin de la nature, elle me fait du bien. Je sens que j'ai besoin de voyager, d'être dans le mouvement de la vie, parce que comme je te le disais, pour moi, c'est un bel outil de développement personnel. Et c'est là où je me sens plus en vie, en tout cas, je me sens dans la vie. Et c'est ça, en fait, mes besoins. Et mes besoins, tu vois, je les comble tous les jours depuis que j'ai créé mon entreprise, parce que c'était ça mon objectif, c'était de répondre à ça, quoi. Et donc, j'ai largement répondu à ces besoins-là et je n'ai pas trop évolué en fait en termes de besoins. Je ne suis pas quelqu'un de matérialiste, tu vois. Je n'ai pas besoin de posséder des choses. Ouais, moi, les fringues, je les use, quoi. Il faut qu'il y ait des trous avant que j'aille faire des courses, quoi, tu vois. Donc voilà, donc, c'est une partie de ma définition. Ok, on ira voir tout le film pour ceux qui s'intéressent d'avoir la définition complète. Bon, il y a ton chat qui est passé. Je vais te poser la question sur ton chat. Qu'est-ce que ton chat t'a appris? Je sais que c'était. Enfin, moi, j'ai 2 chats, c'est de très bons professeurs, ça m'a appris plein de choses. Qu'est-ce que ça t'a appris, toi? Ah bah tiens, ce serait intéressant de savoir ce que ça t'a appris. Euh, Ouais, je te réponds, c'est bon? Vas-y, ouais. L'état de veille, donc l'état d'être, clairement, où il n'est pas en train de dormir, il n'est pas éveillé, il est juste dans cet état de veille où on devrait tenter de se rapprocher. Moi, j'ai eu cette semaine beaucoup de patients qui étaient vraiment beaucoup dans la tête et à constamment trouver une solution logique et cartésienne à leurs problématiques et à pas redescendre dans le ressenti et dans le corps. Et le chat nous apprend ça. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, comme il y a ma mère à la maison qui côtoyait pas les chats, donc on est en train de passer en revue ce que le chat t'apprend, quoi. Excellent. La douceur, en fait, et depuis le moment que j'ai des chats, je suis beaucoup moins brusque dans mes mouvements, puisque le chat ne les supporte pas, tout simplement. Et ça apprend à poser beaucoup ma façon de parler, ma façon de marcher, de déplacer ne serait-ce qu'une casserole. Je me rappelle la première vaisselle que j'ai fait avec mon premier chaton. Il s'est barré en courant direct. Donc, ouais, voilà, c'est un professeur de tous les jours pour moi, le chat. C'est intéressant. J'avais jamais trop réfléchi à cette question.
En fait, donc elle s'appelle Niaouli, c'est une chatte. Elle est arrivée, je pense pas par hasard, hein, parce que un animal de compagnie n'arrive jamais par hasard chez toi. Euh, Moi, je la trouve extrêmement douce, Niaouli, donc j'aime beaucoup sa douceur. Euh, je vais avoir besoin de réfléchir à ça. Je sais pas ce qu'elle me. J'ai déjà eu un chat hein, pendant une quinzaine d'années, qui lui ressemble beaucoup d'ailleurs. Euh, mais c'est intéressant comme question. En tout cas, je me sens très proche des félins. Et ouais, tu vois, très jeune, je me suis dit un jour, si je dois me réincarner, j'aimerais bien me réincarner dans une panthère noire. Donc, ouais, je sais pas. Mais Moi, j'avais pris un chat parce que je voulais acheter un tigre ou une panthère noire et j'étais sur des sites et je me suis dit que bon, ce serait moyen. Et je me suis dit, bon, bah, je prends un chat, ça se rapproche à peu près de. excellent. Mais écoute, c'est une très bonne question. Je vais y réfléchir de mon côté parce que, ouais, peut-être que ça m'apprend des choses, c'est possible. Mais en tout cas, s'il y a une chose qui me vient à l'esprit là, c'est sa douceur. J'aime beaucoup sa douceur. Ouais. Tu as des enfants? Non, Tu côtoies des enfants autour de toi? j'ai des neveux. Qu'est-ce que eux pensent de ce que tu racontes en termes d'éducation? Est-ce que tu arrives à les aider? Est-ce que ça les intéresse? Ça dépend de leur Bah âge. oui, ouais, ouais. Bah, eux, ils sont très fiers de leur tonton. Et, ils trouvent ça génial, en fait, tout ce que je fais. D'ailleurs, il y en a qui sont venus faire des stages ici. Donc, ouais, ils sont. En fait, tout ça leur parle. Et d'un autre côté, ils sont encore un peu loin de conscientiser, parce qu'ils sont quand même encore. Le plus vieux, il a 18 ans. Et il est encore un petit peu loin, je pense, de tout conscientiser. C'est lié aussi forcément à ses parents. Hein. Donc, par contre, ce qui est sûr, c'est que, tu vois, je reprends l'exemple de semer des graines. C'est que oui, en fait, à travers mes activités, ce que je fais, je sème des graines et même au cœur de ma famille et de mes propres amis. Donc, après, bah, une graine, ça met du temps à pousser ou pas. Euh, mais oui, moi, en tout cas, je peux considérer que je vois une évolution. Je vais prendre l'exemple de mon frère qui a 5 ans de plus que moi. Donc, on est issus du même moule, hein, on a grandi ensemble. Et ma mère, quand j'étais plus jeune, tirait des cartes et faisait des thèmes astrologiques. Et moi, ça a aiguisé ma curiosité. Ça, j'étais très souvent autour de la table parce que bah, il y avait des amis en fait qui passaient à la maison. Et donc moi, je trouvais ça rigolo. Et mon frère, lui, est resté très cartésien, donc il n'a pas été attiré par rapport à tout ça. Et ça a duré très longtemps en fait cet esprit cartésien. Et au fur et à mesure, je vois maintenant avec les années qui passent, hein, qui s'ouvrent davantage. Je sais pas, il y a encore peut-être 5 ans en arrière, pour lui, c'était inconcevable peut-être d'aller voir un énergéticien ou tu vois une personne comme ça. Donc, euh, donc oui, je pense que ça doit être lié inévitablement à mes activités, mais pas que, parce que les prises de conscience se font aussi de manière assez massive quand même globalement autour de nous. Hein, et plus le temps passe et plus les gens prennent de conscience de beaucoup de choses. Donc, je crois que c'est vraiment une accumulation un peu de tout ce qui se passe. Là, il y a un grand phénomène de mode, c'est au moins ces 5 dernières années autour du podcast. Et donc, on a cette possibilité d'écouter plein de choses hyper intéressantes. Donc ça aussi, ça en fait partie. Et je sais que mon frère en fait partie. Il écoute des émissions, je sais pas, quand il est dans les transports ou quand il va faire du sport. Donc voilà, tout ça, il y a encore 5-7 ans en arrière, ce n'était pas le cas. On n'était pas du tout dans cette idée. Donc je pense qu'il y a vraiment un élan collectif. Et je suis très heureux de voir tout ça parce que franchement, en 2003, moi, quand j'ai créé ma boîte, on était vraiment très loin de tout ça. Hein. Moi, quand je parlais de séjour bien-être, il y avait certaines entreprises qui pensaient que j'étais une secte. Hein. Donc, tu vois, et c'est pas si vieux quand même, 18 ans. Donc, Non. maintenant, on voit que le yoga, la méditation, tout ça, ça s'est démocratisé à l'école, dans le monde de l'entreprise. Donc, ouais, franchement, on va dans une très bonne direction. Oui, C'est presque trop commercial maintenant, c'est pour un peu trop, ouais. certaines Ouais. pratiques. Euh, Dans ta façon de décrire les choses, ça me fait beaucoup penser à ce que j'aspire à pouvoir transmettre à des thérapeutes, par exemple, puisque je fais ça depuis un peu plus de 10 ans. C'est une vision très holistique de l'éducation où on va pouvoir allier l'émotion, on va pouvoir allier l'énergie, le cartésien, le tout, mais voilà, qu'on puisse avoir ce choix, comme on a le choix du podcast, qu'on puisse avoir le choix dans l'éducation aussi. On est dans cette ère-là. La question que j'ai pour toi, je voulais avoir ta définition de ce qu'est l'énergie. L'énergie.
Je crois qu'on est vraiment entouré d'énergie. Alors, comme je te disais, moi, j'ai un côté un peu cartésien et pragmatique. Et donc, pour les pragmatiques, il ne faut juste pas oublier qu'on est parcouru de l'énergie magnétique de notre Terre. On est dans un système solaire. Donc, rien que ça, enfin, il suffit d'observer la Lune avec les marées, etc. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un champ électromagnétique quoi, qui est présent. Alors, si en plus tu rajoutes à tout ça la Wi-Fi, les téléphones portables, etc., bon, c'est juste dingue. On est dans une soupe énergétique, quoi, en gros. Quoi. Donc, donc, les énergies, pour moi, il y a cette image-là. Et puis, il y a aussi cette possibilité de pouvoir l'utiliser, en fait, de pouvoir la canaliser. Donc, on le voit avec des magnétiseurs, avec des énergéticiens, avec d'autres personnes qui ont développé ces capacités qu'on a tous. Hein. C'est juste que pour certaines personnes, c'est un peu plus développé que d'autres. Donc, il y a ça que je vois dans l'énergie. Je pense aussi qu'on dégage une énergie par ce qu'on est, par ce qu'on incarne, par les choix qu'on fait, par ce qu'on mange, par ce qu'on boit. D'où la nécessité de s'occuper de soi. Pour moi, je reviens sur ce que je disais, c'est une responsabilité citoyenne, hein, vraiment de s'occuper de soi, de trouver les aliments qui sont bons pour notre santé, de trouver le sport qui nous convient, d'aller le plus souvent en pleine nature, de pratiquer des exercices de relaxation, de se couper des informations négatives, de s'entourer de gens positifs. Enfin, tous ces petits trucs du quotidien, ça devrait être incarné et présent en chacun, et ce n'est pas le cas parce qu'on ne nous a pas accompagnés dans cette direction dès notre éducation, et ce n'est pas la faute de l'école, hein. C'est ni la faute des parents, c'est notre système en fait qui est comme ça. Donc c'est aussi pour ça que je mets de l'énergie. Et donc pour moi, bah, tu vois, l'énergie, c'est ça aussi. C'est En fait, tu vois, plus j'avance dans mon parcours, et je l'ai ressenti très rapidement, et plus j'ai eu le sentiment d'être justement entouré d'une énergie, de ne pas me sentir seul, en gros. J'ai vraiment l'impression d'être accompagné, et c'est assez difficile de mettre des mots, mais parce que je trouve que depuis que je me suis mis sur ce chemin-là de semer des graines, d'inspirer les gens, de participer à poser cette pierre positive, la vie, des fois, elle ressemble un peu à un monde de bisounours, quoi. Les synchronicités se font de manière assez hallucinante. Tout est très fluide. Je rencontre les gens en beau moment. Enfin, tout se fait de manière très harmonieuse. Et donc, ça peut me donner parfois le sentiment qu'il y a une énergie qui est présente. J'aime bien me dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Difficile de mettre un mot dessus. Je ne suis pas forcément quelqu'un de croyant, donc je ne vais pas te dire que c'est un dieu ou quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une énergie qui est forte, en fait, qui est présente. Moi, je la raccroche plus à l'univers, en fait, à l'univers vraiment dans sa globalité. Je crois que c'est une forme d'énergie aussi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fort, en fait, une énergie très puissante et qui est à disposition, en fait, qui est là, qu'on peut canaliser, qu'on peut utiliser. Mais pour autant, il faudrait nous aiguiller, nous accompagner, nous expliquer, en fait, ce que c'est, ou peut-être mettre des mots dessus. Donc, ouais, l'énergie, c'est un peu tout ça pour moi. Ouais. En tout cas, on la ressent quand tu parles. Tu disais tout à l'heure être guidé par ton intuition dans les choix que tu as faits, que ce soit des choix perso ou professionnels. C'est quelque chose que je développe aussi et que j'invite les autres à faire. Est-ce que tu arrives aujourd'hui, dans ton ressenti, à bien cerner, tiens, ça c'est une information qui vient de mon intuition, ça c'est une information qui vient, par exemple, de mon intellect ou de mon mental. Est-ce que tu arrives à de mieux en mieux faire la part des choses? C'est très challengeant, très compliqué. Faut pas se voiler la face, c'est extrêmement compliqué. Il faut être très vigilant. Je pense qu'il y a des clés quand même pour davantage l'écouter. Et donc, je reviens à ce que je disais, c'est de s'occuper de soi notamment. Pour moi, l'alimentation, elle est primordiale. Il faut vraiment trouver des aliments qui sont bons pour notre santé et pas juste manger parce qu'on a faim ou qu'on se remplit. Et ça, tu sais, pour quelqu'un qui est motivé, il paraît qu'il faut 5 ans pour changer son alimentation. Donc, c'est un gros challenge, notamment de trouver les bons produits. Hein. Vraiment, ce qui est bon pour toi, quoi. Ça, voilà, pour moi, c'est le truc le plus important avec pratiquer un sport. Donc, cultiver cet esprit un peu sportif pour libérer les toxines de ton corps. Aller très souvent en pleine nature parce que je sens aussi qu'elle me recharge quand je suis en pleine nature. Encore plus quand j'ai les pieds nus, quand j'ai les pieds qui sont vraiment ancrés dans la terre. Je sens bien en fait que ça me fait du bien et j'invite tout le monde à vivre l'expérience. Hein. C'est assez hallucinant. Vous mettez des enfants
3-4 heures dans une forêt, vous allez voir, en fait, ils vont se calmer Mm. automatiquement, en fait. Et ça, c'est vraiment la puissance, l'énergie, on va dire, de la nature, et là, en l'occurrence, de la forêt. Donc, je pense que si tu fais tout ça, ces exercices de relaxation et tout, etc., donc tu veux normalement être bien dans ta machine biologique, bien dans ton esprit, et donc probablement un peu plus connecté et plus réceptif à ce qu'on appelle l'intuition. Mais on peut l'appeler de plein de façons. Certains vont te dire que c'est ton âme qui te parle, d'autres c'est ton ange gardien, enfin peu importe. Mais je crois qu'il y a cet élément-là qui est primordial, c'est vraiment prendre soin de soi. Donc, et après, moi, quand je sens qu'il y a quelque chose qui arrive comme ça, je crois que j'ai tellement pris l'habitude depuis gamin que ça sonne comme une évidence. Donc, je ne réfléchis plus après derrière. Donc, autrement dit, certains vont dire je mets mon ego de côté, quoi. Il n'y a plus de réflexion. C'est pour ça que je me considère comme un chef d'entreprise intuitif. C'est que comme je le sens, je le fais. Et ça, c'est un peu plus compliqué, notamment pour les Français, c'est de passer de l'idée à l'action, de ce que je ressens à l'action. Et là, on a une phase de latence en France qui est énorme. Alors que dans d'autres pays, pour ne pas les citer, les pays anglo-saxons, ils sont beaucoup plus rapides à passer à l'action, quoi. Donc pour moi, c'est quelque chose qui arrive, c'est de l'ordre du millième de seconde, c'est difficile de mettre des mots dessus, quoi. Ça peut être une sensation. Moi, c'est beaucoup j'ai des frissons. Quand je suis parcouru de frissons, généralement, c'est plutôt bon signe. Mais ça peut être aussi un sentiment qui est extrêmement fugace. Exemple, je sais pas, tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas avoir un sentiment qui va être très rapide. Souvent, quand même, ce premier sentiment, il est bon, quoi. Mais il est bon parce que tu t'occupes de toi. Si tu peux avoir ce sentiment, si tu n'es pas dans cette démarche de prendre soin de toi, Tu peux te tromper. il se peut que ce sentiment soit pas très juste, quoi. Et ce soit plus ton intellect en fait qui te dit tiens, je ressens quelque chose, quoi. Donc ouais, pour moi, l'intuition, c'est vraiment un phénomène qui est tellement rapide, mais vraiment rapide qu'on n'a pas pris l'habitude de l'écouter. Donc tout de suite, c'est notre réflexion, notre cerveau, l'intellect qui prend la suite. Et c'est là où c'est plus compliqué après de se rattacher à ça. Mais pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, ça nous est tous arrivé une fois au moins dans notre vie de nous dire « Ah, je le savais. Ah, je l'ai senti. » quoi. Et on ne s'est pas écouté. Ça peut être pour prendre une direction, je ne sais pas, quand tu voyages, ça peut être quand tu rencontres quelqu'un, je ne sais pas, pour signer un contrat, ce que tu veux. Ça nous est tous arrivé au moins une fois. Et c'est ça, en fait, l'intuition, c'est ce truc-là qui t'apparaît comme une évidence, mais que tu n'écoutes pas pour X raisons. Et là, on dit qu'en fait, c'est l'intellect qui prend le dessus. Et là où je te donne raison, c'est... Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Christophe Alain qui te dit qu'il y a 3 façons d'évoluer. C'est par la maladie, par le subtil et tout ce qui est énergétique, et par l'expérience. Et souvent, il te dit, si tu tombes dans ta tête, mets-la à l'épreuve de la réalité, fais-en l'expérience, et tu sauras tout de suite si c'était oui ou si c'était non. Et c'est comme ça que tu peux affiner. Donc, comme quoi, effectivement, je te rejoins là-dessus, c'est par l'expérience que tu sauras. C'est évident. Et pour les enfants, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on voit bien que les enfants, ils apprennent 10 fois mieux s'ils vivent une expérience. Et même nous, en tant qu'adultes, à l'heure d'aujourd'hui, tu vas apprendre 10 fois mieux si tu vis l'expérience plutôt que si tu l'intellectualises. C'est comme ça, on est des êtres humains. Ben, je remarquais quand j'étais petit, ou même pas que petit, je le fais toujours. Quand il y a un truc à bricoler, je le bricole d'abord et après, je vais voir le mode d'emploi si j'arrive pas à le monter, quoi. Ben voilà. Ça va, on est dans les temps pour toi? C'est toujours cool? Je sais pas, j'ai pas d'heure. Je vois pas. Ah bah non, ça va, ça fait 10 minutes, quoi. On a commencé. Ton film préféré? Ou si tu devais choisir un film? C'est pas évident. C'est pas évident. Je vais pas choisir les miens parce que c'est. J'allais te dire, tu peux choisir le tien. Bon. Non, je trouve que ça serait un peu égocentrique. En fait, par contre, ce que j'aime bien, c'est quand je vais dans des salles de ciné, tu sais que je vais débattre avec le public, je leur recommande 2 films. Je leur recommande le film Demain, je ne sais pas si tu l'as vu, de Oui. Cyril Dion, et le film En quête de sens. Je n'ai pas vu celui-là. Je te recommande. Je pense que tu peux le trouver assez facilement maintenant, parce que je trouve qu'ils sont très complémentaires avec les films que j'ai réalisés et qui donnent du sens. Donc, le film Demain, pour ceux qui ne connaissent pas, il nous montre des initiatives un peu partout dans le monde de citoyens qui sont passés à l'action et qui ont changé des choses à très grande échelle parfois. Et c'est juste des citoyens.
Dans le film En quête de sens, on suit en fait deux jeunes hommes qui partent justement sur les routes en quête de sens et qui, à travers leur parcours, vont rencontrer des gens assez extraordinaires et au final vont, je ne vais pas spoiler le film, mais vont en apprendre beaucoup sur eux. Et c'est vraiment un film qui est très intéressant. Mais il y en aurait plein d'autres. Hein. Il y en aurait vraiment plein d'autres. Donc ça, c'est vraiment les deux films qui me viennent à l'esprit parce que je les recommande très souvent dans les salles de ciné. Mais il y a plein de films qui sont excellents, quoi. Par contre, je peux te recommander des bouquins. Ton livre préféré, j'allais te demander. Donc, Là, j'en ai plusieurs. En tout cas, il y a des livres, moi, qui m'ont marqué. Donc, comme je te disais, il y a La prophétie des Andes. Il y a... dont ils ont fait un film aussi. Ouais, qui est très bien. Je trouve qu'il a été plutôt réussi, qui est assez réducteur par rapport à l'ampleur du bouquin, mais c'est souvent comme ça. Il y a les 4 accords Toltec. Je trouve que c'est un peu une Bible aussi. Ça devrait être présent sur toutes les tables de chevet. Il y a Le moine qui vendit sa Ferrari aussi, qui est, je trouve, Robin très Sharma. intéressant. Ouais. Il y a aussi L'âme du monde de Frédéric Lenoir, je trouve aussi, qui est très pertinent et bordé de bon sens. En fait, tous ces bouquins, normalement, quand tu les lis, tu dis, mais c'est que du bon sens. Sauf que justement, ça te met des petites piqûres de rappel. Et je trouve ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est valable pour les films. En tout cas, moi, on dit des films que j'ai réalisés, pour certains qui les ont vus plusieurs fois, que, imaginons, tu regardes le film maintenant et que tu le regardes dans 2 ans après, tu vas avoir une autre grille de lecture. Et c'est pareil pour les bouquins. C'est ce que je trouve intéressant. Donc, les 4 accords Toltec, par exemple, si tu l'as lu il y a 10 ans, relis-le maintenant et tu verras en fait que ça va te toucher à un niveau qui sera très différent de ta première lecture d'il y a 10 ans. D'où la nécessité, je trouve que c'est cool de pouvoir se remater des films comme ça qui ont du sens ou de relire des bouquins comme ça qui apportent du sens. Et est-ce qu'il y aurait un autre bouquin pertinent? Ah oui, si, Le Guerrier Pacifique, que j'ai trouvé aussi très, très pertinent. Ils en ont fait un film aussi, hein, qui est bien, mais je trouve qu'il est assez limitant, encore une fois de plus. Voilà des livres qui sont intéressants et pertinents. Ouais. Le mot que tu préfères, L'amour. le mot que tu détestes. Ah, un mot que je déteste. C'est pas un mot, en fait, c'est les personnes qui pensent savoir tout. Ça me gêne profondément. Et dernièrement, je suis tombé sur une citation que j'aime beaucoup, qui dit Je préfère être optimiste et me planter plutôt qu'être négatif et tout le temps avoir raison. Et ça, hein, ouais, j'ai un peu de mal avec les gens qui sont persuadés qu'ils ont tout le temps raison. Ça, mais c'est pas un mot, C'est un état d'esprit. c'est un état d'esprit. Ouais. La chanson ou le son que tu préfères? Ah, oui, j'ai eu des périodes vraiment très éclectiques. Hein. On se serait rencontrés il y a 20 ans. Non, attends, j'ai 42. Donc si, non, il y a 20 ans, tu m'aurais connu avec les cheveux longs jusqu'ici. Après, j'ai eu des dreadlocks. Après, j'ai eu comme j'étais rentré dans les arts martiaux, j'avais fait une queue derrière que je faisais tourner autour de mon cou. De Padawan? C'est ça. Donc, et c'était en rapport avec les styles musicaux. Hein. Donc, je suis passé par tous les styles. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je reste encore très éclectique. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge, hein, mais je disais ça avant-hier à des collègues. Je leur disais, parce que je mets du jazz maintenant en fait, au bureau. Je disais, vous croyez que c'est parce que je vieillis qu'on écoute du jazz? Et ils me disaient, ouais, je crois que Julien, ouais. Je suis pas d'accord. Non. Moi non plus, j'étais pas d'accord. Mais c'est vrai que là, j'écoute plus du jazz. Mais j'adore le reggae. Enfin, j'adore la musique globalement. Donc, je suis pas vraiment un style. Quoi. Ton chat ronronne ou pas? Mon chat quoi? Est-ce qu'il ronronne? Bah évidemment. Bon, il y a des chats qui ronronnent pas énormément. Hein. Ah ouais, j'en ai pas connu. Okay. Tu as déjà mis ton oreille contre ton chat quand il ronronne? Bien sûr. Cool. D'ailleurs, tu sais qu'il y a une thérapie, ça s'appelle la ronron-thérapie. Oui, oui, oui. Ouais. Qui est d'ailleurs dans le film Soul, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ah bon? Ouais. Et il est cool, ce film. Ah, je connaissais pas. Ok. Mais j'aimerais bien un jour faire ça, essayer de retransmettre les fréquences, puisque le son est quelque chose et la vibration du ronronnement
est quand même très particulière. Mais bien sûr. Mais tu connais l'étude japonaise qui a été menée justement autour du son et de l'eau. Oui, Emoto, ouais. Exactement, et qui montre justement que l'eau est le meilleur véhicule en termes d'information Mm. et qui a réussi à démontrer en fait que l'eau change quand on l'informe d'une information spécifique. Mm. Moi, par exemple, si ça peut donner des idées aux gens, j'ai des petits post-it chez moi, tu vois, et tous les soirs, en fait, je prends un post-it différent d'un mot que j'ai écrit dessus ou d'une phrase, et je mets mon verre d'eau dessus, puis le lendemain matin, au réveil, je la bois. Exactement. Donc, du coup, je m'informe. Tu vois, ce matin, c'était un mot avec marqué amour. Donc, j'ai bu de l'eau remplie d'amour. Avec ton mot préféré. Ouais, c'est ça. Eh ben, si tu devais choisir un aliment ou une boisson. Là, pareil, j'aime tout. Il n'y a que les huîtres que je ne mange pas. Un aliment. Bah, là, dernièrement, ce n'est pas un aliment, mais dernièrement, ça a été une belle découverte pour moi. Tu connais l'extracteur de jus? Oui. Oui. Donc, bah, depuis quasiment 6 mois, je prends beaucoup d'extracteurs de jus. Enfin, en tout cas, beaucoup. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais tous les matins, je me fais un jus. Ça fait à peu près 750 millilitres. Ça me fait une gourde. Et donc, je bois ça toute la journée. Donc, ça m'a amené à sauter le repas du midi, du coup, parce que j'ai plus faim, en fait, à midi. Et donc, bah, le soir, je me fais un malin plaisir à me préparer des bons petits plats. Et ça a été une belle découverte, notamment parce que j'ai vraiment senti que ça me dynamisait. En tout cas, j'ai senti que c'était bon pour mon corps. Il faut rappeler que l'extracteur de jus n'est pas forcément bon pour tout le monde, hein. À chacun à mener ses expériences et à voir si c'est bon pour lui ou pas. Moi, je sens que ça me fait du bien. Et mêlé avec cette routine du matin que j'ai mis en place où je fais du yoga, des exercices de pranayama, etc. Et ben, après, j'ai une patate toute la journée de fou, quoi. Donc, ça, c'est ouais, une super découverte. Extracteur horizontal ou vertical? Horizontale. Horizontal. Oui, Ouais. c'est mieux. C'est mieux. En termes de rendement, c'est mieux. Ouais. Ouais, exactement. Et je recommande, sans faire de pub, le Jazz Max. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Ma mère utilise le Jazz Max. Ah, bah voilà. Et c'est le seul en plus qui est écolo, quoi. C'est sans BPA, donc c'est plutôt bien. Bah, enfin, il y a le Angel, c'est 100% inox, mais c'est un autre Ouais. prix, quoi. À un autre prix. Et mon ex l'avait. Franchement, alors oui, ça fait le jus est plus jus, quoi, on va dire. Ce qui sort est un peu plus sec. Mais franchement, pour le prix, je vois pas une grosse différence et c'est plus galère au lavage après derrière. C'est une vraie galère à laver. Bon, moi, je l'avais acheté parce j'avais fait un centre de santé, il y avait un espace de restauration. Et là où c'était une bête, c'est que 3 ans après, le truc, il tournait tous les jours à faire des litres de jus. Donc, c'était ce truc-là et c'était une pureté parce que c'était de l'inox, quoi. Mais sinon, non, les Jazz Max, c'est très bien. Ouais. Ouais, très bien. Ouais. Et tu m'as répondu, ton aliment ou ta boisson préférée, le jus de légumes, c'est les deux, donc c'est parfait, ça. Ah bah parfait. Ta couleur préférée? C'est le bleu. Incroyable, c'est souvent cette réponse, le bleu. Ah bon? Si tu veux choisir une drogue au sens large du terme. Une drogue? Ah, une drogue au sens large du terme. Oui, puisque une fois j'ai posé la question et enfin, au début c'était souvent des drogues, quoi. Donc la drogue, ça peut être le chocolat, l'amour, peu importe. À chaque fois. Euh, Moi, j'ai l'impression que je suis un peu drogué j'allais dire de la vie, mais c'est d'être dans le mouvement de la vie, en fait, d'être dans cette énergie de la vie. Tu vois, par exemple, j'organise des séjours vélo, yoga et méditation. Mhm. Et en fait, on part comme ça avec donc des vélos, des VTC. On a nos sacoches à l'arrière. On a tout ce qu'il faut pour camper. On est en autonomie. Et donc, du coup, on se retrouve toute la semaine à dormir dans des campings et à vivre du yoga, de la méditation, etc. Et c'est souvent dans ces séjours-là, parce qu'après, moi, je continue. Donc, je fais des milliers de kilomètres pendant des semaines avant de rentrer sur Montpellier. C'est souvent dans ces séjours-là où je suis tout le temps dehors, en fait, parce qu'on est dans une tente, où quand je sors de ma tente, j'ai ce régal d'avoir les pieds tout de suite hop, dans la terre pour faire un peu de yoga. Et ben, c'est souvent là où j'ai vraiment le sentiment d'être dans la vie, quoi. Et je me dis, mais c'est ça, en fait, la vie. Et c'est peut-être une forme de drogue, parce que, en tout cas, je sens que ça m'apporte vraiment beaucoup de bien. Donc, j'ai hâte à chaque fois de repartir comme ça sur les routes. Ouais. Si tu devais mourir demain, et je te le souhaite pas, est-ce que tu serais satisfait de ta vie? Ah oui. D'ailleurs, tu sais, j'ai eu 3 accidents.
Et ces 3 accidents, au normalement, je ne devrais pas être là. Et le dernier, c'était à l'île Maurice, c'était un accident de voiture. La voiture, elle a été dans un état inimaginable. Et moi, j'avais rien. Et donc, du coup, ça m'a amené encore une fois de plus à conscientiser, mais pourquoi je suis encore là, quoi. C'était juste incroyable. En fait, ce que je me suis dit, comme les autres fois d'ailleurs, tu sais, c'est un peu les sujets de discussion qu'on peut avoir à table où tu te dis, mais tu sais, tout peut s'arrêter d'un coup. Et en fait, quand tu le vis, c'est pas pareil. Parce que tu l'as vraiment vécu, tout peut s'arrêter réellement d'un coup. Vraiment, en un claquement de doigts, c'est terminé. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais donc au volant et j'ai un pneu en fait qui a éclaté. Et les routes à Maurice, elles sont toutes petites. Et donc, du coup, ça m'a téléporté sur la droite parce qu'on roule à gauche, tu sais, un peu comme. Enfin, on roule à droite, c'est un peu comme en Angleterre. Et donc, du coup, j'ai pas eu de choix que d'aller dans le poteau en fait qui était présent. Et au volant, d'une manière vraiment très, c'était même un peu perturbant en fait. Ouais, je me suis dit bon, ok, c'est fini, je tourne la page quoi. J'avais pas aucune peur. J'ai pas eu ce qu'on entend très souvent, tu sais, ce film où tu vois tes amis, ta famille, etc. Je me dis ok, bon bah voilà, c'est fini quoi. Donc j'ai aucun souci avec ça, aucun souci avec la mort. Non pas que je l'attende, loin de là, parce que je sens que j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais je l'accueille avec joie et je suis même curieux de savoir en fait ce qui se passe derrière, s'il y a un truc, quoi. Tu as commencé à le dire tout à l'heure. C'est quoi Dieu pour toi? Et je mets Dieu au sens large du terme aussi. Pour moi, Dieu, c'est peut-être une énergie avant tout, quoi. C'est pour ça qu'on peut mettre un mot, n'importe quel mot dessus. Pour moi, ça reste une énergie. Et tu vois, parce que plus tu remontes dans le temps et plus tu te demandes, tu te dis, bah, le Big Bang, bon, ok, le Big Bang, mais qu'est-ce qui a généré le Big Bang? C'est bien une énergie, peut-être, quoi. En tout cas, on ne sait pas encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on arrive à remonter comme ça à cette explosion qui a été gigantesque et qui aurait créé les multivers, toutes ces galaxies, tous ces systèmes solaires, etc. Mais d'origine, finalement, on ne sait pas vraiment de où c'est parti, quoi. C'est un peu, tu sais, l'histoire de l'œuf et de la poule, quoi. Donc, moi, je crois qu'il y a une vraie énergie, ouais. Il y a un truc, il y a une énergie qui nous parcourt, qui est présente et qui est sûrement très importante, qu'on peut canaliser, qu'on peut utiliser. Et j'ai d'ailleurs interviewé une dame qui s'appelle Caroline Cory, je ne sais pas si tu connais, qui a réalisé un film. En fait, elle est réalisatrice de film que je te recommande qui s'appelle Super Human. Super et Ok. Human, Human. Tu Ok. trouveras très facilement. Et elle montre justement dans son film toutes les capacités humaines qu'on a de manière innée, sauf que, comme je te le disais, chez d'autres, c'est extrêmement développé, et chez d'autres, beaucoup moins. Et là, dans son film, ce qui est bien, c'est qu'elle valide plein de process avec des scientifiques, et des scientifiques de vraiment renommés. Donc la télépathie, la télékinésie, plein de choses comme ça, quoi. Et donc, bah, peut-être que la télépathie, la télékinésie et d'autres choses, c'est des formes d'énergie, justement. C'est une capacité à utiliser cette énergie en fait, qui est autour de nous. Donc, c'est peut-être un peu long comme réponse, mais Dieu, pour moi, c'est une énergie. Non, c'est bon la réponse. Bah alors, est-ce que, je me permets de te poser cette question, tu parlais de synchronicité tout à l'heure, quand tu sens que tu suis vraiment ton intuition, ce serait quoi l'expérience, et j'aime pas ce mot, un peu para ou immatériel, qui t'a le plus touché dans ta vie? Dans ma vie, Dans celle-là, en tout cas. ben, je te dis déjà, là, ces 3 accidents, moi, j'ai trouvé ça dingue. Tu sois Après toujours coup, là. ouais, après coup, tu te dis, bon, bah, c'est très clairement pas ton heure où tu es protégé. Déjà, gamin, je sentais que j'avais une bonne étoile. Je sentais qu'il y avait un truc. Donc ça, déjà, ouais, ça m'a profondément marqué. Et puis encore plein de fois, enfin, c'est assez dingue. Là, il n'y a pas longtemps, il y a à peine, je sais pas, 6 mois. Donc je fais beaucoup de vélo. Moi, soit je marche, soit je fais du vélo, soit je prends les transports en commun. J'ai pas de voiture. Et donc, je suis sur mon bike et je suis au téléphone avec ma chérie. Et là, il s'est passé un phénomène extraordinaire. C'est que je suis en train de pédaler, il y a un chien qui me coupe la route. Donc, automatiquement, bah, je pile. Je garde mon téléphone dans les mains et j'en profite pour faire un sous-périlleux avec mon vélo. OK, donc comme un soleil, quoi, on va dire. Mhm.
Et en fait, je me retrouve à faire ce truc-là et je me relève comme si de rien n'était et je me retrouve sur mon vélo et je continue à parler au téléphone avec ma chérie, quoi. Et là, en fait, je dis à ma compagne, je fais, attends, là, je crois qu'il s'est passé un truc de dingue, quoi. Et je commence à conscientiser ce qui s'est passé et je me dis, mais mince, en fait, je crois que je viens de faire un sous-périlleux avec mon vélo, quoi. Et tu vois, en fait, il m'arrive des petits trucs comme ça dans ma vie et je me dis, mais c'est fou. Enfin, potentiellement, parce que je roulais quand même aussi assez vite, il aurait pu se passer quelque chose de grave. Un autre accident que j'ai eu en voiture, enfin là, j'étais en scooter, pareil. Et là, c'est le flic qui a observé, qui m'a dit, mais vous avez fait un truc de fou. En fait, je suis arrivé à 70 km/h, je passe à un feu vert, il y a une voiture qui me coupe la route. Et en quelques millièmes de seconde, en tout cas dans ma tête, j'ai senti que j'avais deux options. C'était soit je me jetais sur le pare-brise, donc l'épaule comme ça, soit je passais au-dessus de la voiture. Et donc, moi, j'ai pris option au-dessus de la voiture. Et quand je suis passé, j'ai fait un salto en fait, au-dessus de la voiture. Je suis retombé derrière, j'ai roulé et je me suis relevé. Et j'avais rien. À 70 km/h. Et donc, le flic, il a tellement eu peur. Il est venu me voir, il m'a plaqué au sol, il m'a dit surtout bougez plus, parce qu'il pensait que j'avais un truc. Je lui ai dit ben non, mais j'ai rien, tout va très bien. Et après, il m'a expliqué la scène, il m'a dit mais vous avez fait un truc comme dans les cirques, quoi. Et donc, voilà, je me dis bon, alors peut-être que j'avais des réflexes liés aux arts martiaux, Ouais. ouais, tu vois, mais en même temps, je me dis c'est quand même incroyable d'avoir fait un truc comme ça. Donc, c'est pas paranormal, mais pour moi, ça a été assez impressionnant. Il y a juste un truc qui, pour raccrocher un peu le côté paranormal, à l'île Maurice, j'ai testé un vortex. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est les vortex. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des lieux énergétiques. Et c'était la première fois que je vivais cette expérience. Et là, c'était un peu curieux parce que il y a des divinités indiennes qui sont venues me parler. En fait, je me suis endormi dans ce lieu. Lesquels? C'était, alors il y avait, ah mince, je ne retrouve plus le nom, c'est celui-là avec la trompe d'éléphant. Ganesh. Exactement. Je comprenais rien à ce qu'il me disait, mais il a l'air d'être cool. C'était vraiment, ouais, c'était sympa. Et puis voilà, ça c'est vraiment un truc assez fou que j'ai vécu. Sinon, c'est plutôt des connexions en pleine nature où je me sens parfois vraiment très connecté avec le milieu dans lequel je me trouve, ou parfois énergétiquement, dans des lieux qui sont énergétiquement forts, telluriquement Des peut-être, hauts lieux. des hauts lieux ou pas. Je sais que ça, par contre, c'est ouais, le côté énergétique, ça m'arrive très souvent de sentir qu'il y a des trucs. Ouais, ça, mais rien de bien de très important, quoi. Julien, Voilà. merci, hein. Avec grand plaisir. D'habitude, C'est à toi. on s'appelle en général une ou deux fois avec les personnes qui participent à l'émission. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas fait, mais je sentais qu'on aurait eu un échange assez fluide et facile. Donc, merci pour ton ouverture. Merci pour ce que tu fais aussi, toutes les émissions que tu organises. Et Merci à toi. je mettrai en description de cette vidéo tous les liens vers le magazine, vers ta chaîne, Ok. pour que ceux que ça intéresse puissent, comme tu dis, qu'on puisse aider les parents, les enseignants et les enfants qui puissent se retrouver dans tout ça. Merci. Toi, tu résides en Guadeloupe? J'habite en Guadeloupe, je suis né en Guadeloupe, Ok. je suis d'origine libanaise, j'ai vécu aussi au Liban, j'ai étudié à Paris, je suis rentré il y a 8 ans Ok. en Guadeloupe. Parce que ça fait 3 rencontres là que je fais récemment. On me dit tu devrais aller en Guadeloupe. La vie en Guadeloupe. Vante-moi les mérites de la Guadeloupe. Qu'est-ce J'étais qu'il y a de bien? j'étais sur un haut lieu tellurique ce matin. C'était ça la forêt de ce Ah, matin, pour le coup. ok. Ok. Et Pour le coup, c'était bien? ouais, c'était top. Ok. C'est la deuxième fois que j'y vais. Les mérites de la Guadeloupe, déjà, on n'est pas confiné. On n'a pas de couvre-feu Ok. dans la situation actuelle. Euh, Hormis ça, c'est vrai que ça fait 7-8 ans que je suis là, mais à 20 h le soir, à faire la planche dans la mer et regarder la Lune, c'est pour moi magique. On est extrêmement chanceux. Il y a un volcan, donc énergétiquement, c'est quelque chose d'incroyable aussi. Un amoureux de la nature ne peut que... C'est pour ça que je suis resté là. Je ne me revois plus rester très longtemps
dans une grande ville comme Paris où il n'y a pas un contact direct avec la nature. En tout cas, j'en aurais du mal. Si tu es amoureux de la nature, la Guadeloupe est vraiment quelque chose de parfait. Le peuple est très accueillant aussi, pour ceux qui savent s'intégrer. Ça demande une certaine intégration. Mais Oui. un amoureux de la nature, c'est fini, quoi. Je n'ai même pas besoin de le vanter. Tu vas te faire de la plongée en apnée, en bouteille, tu vas faire de la rando, du trail, du vélo. On peut surfer, il y a des vagues là-bas? Tu peux surfer, tu peux faire du kite, Ok, planche à voile. C'est à ok, faire. ok. Bon, mais c'est bon à savoir. En fait, ça me fait penser un peu à beaucoup d'îles, hein, quand même, hein. Ça me fait penser à La Réunion, là, ce que Oui, tu dis. Ouais, oui, ça on est fait penser d'accord. là. Les requins en moins. C'est bien ça. Ok, Pour ceux qui aiment d'accord. surfer, les requins en moins. Ouais, parce que là, La Réunion, tu es obligé d'avoir un système maintenant sur toi, à La Réunion, hein, quand tu vas à l'eau, hein. C'est quoi comme système? En fait, c'est un système qui te permet D'alerter? ouais, d'alerter et notamment d'écarter les requins. Comment ça fonctionne? Alors moi, je ne l'ai pas testé, mais je crois que c'est des ultrasons, un truc dans ce goût-là, quoi. Ok. Ça coûterait 600 euros. Là, j'ai un pote justement qui est sur place et qui hésite. Nous, on est fan de bodyboard avec mon pote. Et il hésite à aller dans l'eau justement parce que bon, ben, on ne sait pas trop si ça fonctionne quand même, cette machine. Mais voilà, il a vu des gars qui l'avaient, donc il a discuté avec eux. Et, bon, ça a l'air de fonctionner quand même. Mais je comprends que ça puisse créer un stress d'aller surfer ou faire du bodyboard en ayant. Ah oui. Je comprends. Mais, ouais. Mais la Guadeloupe, vraiment, c'est une terre extrêmement riche sur tous les plans. Là, il y a eu un brevet qui a été déposé par un laborantin sur un extrait de plante qui serait compatible à convaincre le Covid. Et ils ont posé le brevet là, ces derniers jours. Ça a fait la une. Donc, on est riche sur tous les plans en Guadeloupe. Énergétiquement, en termes d'évolution spirituelle et de développement, je trouve que c'est propice aussi. Euh, J'invite vraiment tout le monde à venir au moins faire un tour, voir comment ça se passe, quoi. Vous avez un grand flux touristique en Guadeloupe? Oui. Ouais. Oui. Et Pas il y a trop. des... Oui, vas-y, dis-moi. C'est pas un peu trop, peut-être? Ça dépend ce que tu recherches. Là, c'est vrai que toutes les frontières étaient fermées, donc décembre, janvier, il y a eu un énorme flux parce que c'était la seule destination possible, ce qui a fait du bien à tous les acteurs touristiques qui n'ont pas pu bosser pendant un an. Mais tu peux très bien te retrouver dans des endroits qui sont peu touristiques et te faire ta Guadeloupe en mode tranquille. Et Ok. tu parlais de destination bien-être. On a créé avec un ami qui est guide de montagne, qui s'appelle Guadeloupe Adventure. Ce sont trois excursions qu'on a créées, dont une chasse au trésor, mais qui sont axées bien-être pour replonger sur les sensations, la reconnexion à soi en allant visiter cascades, bains chauds et des endroits peu fréquentés. Voilà. J'aime beaucoup l'idée de la chasse au trésor. C'est une bonne idée. C'est une chasse au trésor sur les 4 éléments en plus, l'eau, la terre, l'air et le feu. Ok. Et de faire des activités, des jeux de piste pour reconnecter avec ces éléments qui sont en nous dans tous les cas. Ok. Bon. Je retiens toutes ces infos. Mais en tout cas, merci beaucoup Julien. Merci à J'espère toi. qu'on va pouvoir échanger ou se revoir en Guadeloupe avec plaisir. Avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt. Bye Bye bye. bye.